Ce que je souhaite le plus au monde, outre la santé des membres de ma famille, c'est que notre histoire puisse avoir un devenir. Et je me bats pour que notre passé, pourtant dramatique, puisse trouver du sens pour que nous puissions bâtir un avenir partagé. Je souhaite que tout ce malheur vécu puisse ne pas l'avoir été pour rien. Et cette histoire, voyez-vous, peut ne pas avoir un devenir. Une autre histoire peut prendre place avec de nouveaux acteurs, métropolitains, juifs, haïtiens, saint-luciens. Ainsi sera-t-il. Elle peut ne pas avoir de devenir, car ceux qui l'ont construite et ceux qui ont été fabriqués par elle l'ont été à des pôles contradictoires et continuent souvent à l'être. Elle peut ne pas avoir d'avenir, car la mémoire des premiers temps est encore tellement douloureuse ou honteuse pour les groupes qui en sont les protagonistes. Mais on ne peut pas oublier sa naissance. Les descendants d'esclaves et les descendants de colons sont intimement liés, car ils sont les groupes des temps premiers. L'avenir de ces pays est dans leurs mains. Voyez-vous, je suis de ceux qui marchent dans les cimetières. J'y vois les sépultures anciennes des grands colons. Je vois ceux dont les noms étaient donnés aux habitations, aux rues, aux rivières, ceux qui ont dirigé le début de notre histoire. Je vois aussi celles moins anciennes des élites nègres et mulâtres du XIXe siècle, puis celles de tous les autres, moins imposantes certes, mais présentes. Mais les grands absents sont les esclaves. Eux qui étaient la majorité de la population d'avant 1848. Ce sont pourtant ceux qui ont souffert parfois le martyre pour construire nos pays. De même, ils sont aussi absents des actes paroissiaux et de l'état civil, et ce jusqu'en 1848, 213 ans après que la Martinique et la Guadeloupe furent faites françaises. Le mémorial national des victimes de l'esclavage, portant le nom de ceux qui vécurent jusqu'au bout dans l'esclavage, sera érigé au centre de Paris pour réparer symboliquement le mal qui fracassa leur dignité. Mesdames, Messieurs, les membres de l'association Tous Créoles, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur que vous me faites en m'invitant à clôturer votre Assemblée générale par une conférence sur la politique mémorielle de l'esclavage colonial et le mémorial national des victimes de l'esclavage. Je la dédie aux sans-nom, exclus des cimetières et des registres des humains durant 213 ans. Le sujet est d'une importance capitale pour l'avenir, car la Martinique, tout comme la Guadeloupe, est en proie à une confusion et parfois une guerre des mémoires qui reflètent des mémoires différentes et antagoniques de l'histoire. Et de ce fait, des propositions antagoniques de l'identité martiniquaise et de l'avenir de ce pays de la Caraïbe. Donc, je pense qu'il y aura un avant, ou qu'il y a un avant et un après les destructions de statues des mois de mai et juillet 2020. Fait singulier, ces actions ont été publicisées pour bien montrer que ces actes étaient totalement assumés. Dans le même mouvement, des rues ont été débaptisées. L'affaire fut si sérieuse que des municipalités créèrent précipitamment des commissions mémoire pour examiner ce qu'il fallait changer. Je considère, mais je me trompe peut-être, vous allez me détromper, que ce serait une terrible erreur de considérer qu'il ne s'agit que de sautes d'humeur, de postures carnavalesques, anecdotiques, de simples fonds de commerce politique. Pour ma part, je pense que nous sommes devant un mouvement, peut-être petit, mais dont les racines plongent dans les premiers temps de la Martinique française. Les événements mémoriels de 2020 sont une attaque contre la mémoire imposée, c'est-à-dire la politique mémorielle de l'esclavage républicaine, le chelchérisme, partagé actuellement par les élites martiniquaises, mais aussi contre les vestiges de la mémoire esclavagiste. C'est le deuxième affrontement, et pourtant, voyez-vous, vous l'avez vécu, ces événements, mais c'est le deuxième affrontement mémoriel qui se déroule en Martinique. Et je ne suis pas certain que vous en soyez conscient. Le premier, il eut lieu à la fin du XIXe siècle,
lorsque le chelchérisme remplaça la mémoire des fondateurs de la Martinique. La leur, donc celle des fondateurs, mettait en avant leur histoire, celle de la conquête de la Martinique et des grands hommes qui la menèrent, ou encore des grands personnages qui symbolisèrent leur domination. Vous les connaissez, Belén d'Esnambuc, Joséphine de Beauharnais. Leur politique mémorielle s'exprima dans les noms des communes, dans ceux des habitations, dans le nom des rues. Et c'est normal, car c'est comme cela que fonctionnent les sociétés humaines. Les humains marquent leur territoire, toujours. Toujours. Et ils donnent du sens à leur vie présente, qui se doit d'être reliée à celle de leurs aïeux. Et ils relient leur vie actuelle dans des politiques familiales particulières, ne serait-ce que la nomination des enfants, et dans le cadre de leur vie. C'est un processus très complexe, qui n'est pas simple. Il n'y a rien d'automatique, qui entraîne toujours une ancestralisation des premiers d'entre eux. Ce sont certainement les descendants de colons qui gardent la mémoire de cette Martinique-là. Un jour, il faudra qu'ils fassent aussi un travail de mémoire pour nous raconter. Car j'en suis persuadé, il n'y aura pas d'avenir commun sans une élaboration d'une mémoire commune des premiers temps. Et on ne peut pas le faire de façon unilatérale. Alors, c'était du temps premier, et la vie suivit son cours. Et au sein de la société esclavagiste martiniquaise et guadeloupéenne, émergea et grandit le groupe qui affronta directement les colons. Vous les connaissez, les hommes dits de couleur libre. Je dis dits parce que tous les hommes ont une couleur. Comme partout en Caraïbes, ces hommes de couleur libre exigèrent progressivement d'être les égaux des colons. Mais ils n'eurent pas la force de les affronter directement. C'est la République qui leur permit de prendre le pouvoir politique et intellectuel qu'ils ont aujourd'hui. En particulier, le représentant de la République française, Victor Schœlcher. Et Schœlcher devient le bouclier, l'élite, le bouclier de l'élite dit de couleur martiniquaise et guadeloupéenne. Ils en firent un mythe avec toute l'aide de la République. L'adoration de Schœlcher alla de pair avec la politique d'assimilation à la France. Le mythe de fondation, nouveau en fait, qui était censé assurer l'adhésion des Martiniquais au sein de la République, fut que la civilisation aux Antilles naquit en 1848. Et ils nous vinrent à chanter la République abolitionniste, ce qui est totalement vrai. Elle est abolitionniste. Chaque fois qu'il y a eu la République, il y a eu l'abolition de l'esclavage. Et son héros. Des rues prirent les noms des républicains français, de certains grands mulâtres ou grands nègres républicains. Cazenavire fut baptisé Schœlcher en mars 1888. Des statues en son honneur furent érigées dans de nombreuses communes. Des lycées furent baptisés de son nom. Tout cela alla de pair avec la perte du pouvoir politique des descendants de colons. Et encore aujourd'hui, la Martinique, tout comme la Guadeloupe, commémore le 22 mai l'abolition de l'esclavage suite à la loi du 30 juin 1983. C'est comme si c'est la date anniversaire de la naissance de ces sociétés. Ainsi, arrivé au pouvoir, dans toute société humaine, tout nouveau dirigeant déploie différents outils pour gouverner la mémoire du plus grand nombre. Commémoration, statuts, nomination de rue, musées, contenu des livres d'histoire. Ils installent par leur politique un nouveau régime mémoriel, en général en contradiction avec l'ancien. C'est comme ça que ça se passe. Vous vous rappelez les talibans qui ont éliminé les statues des Bouddhas? C'est comme ça que ça se passe. Ou les révolutionnaires français qui ont pillé la basilique de Saint-Denis. Ça se passe toujours comme ça. C'est ça une politique mémorielle. Comme le dit le professeur Johan Michel, dont je vous montre les livres qui sont absolument extraordinaires, qui est l'un des spécialistes des questions mémorielles en France, il dit « Les sociétés les plus reculées dans le temps et dans l'espace ont toujours cherché à codifier des représentations communes du passé, au point de confier à une petite élite le soin d'élaborer le sens et les conditions de la transmission. » Il faut bien comprendre cela. Ces questions mémorielles sont essentielles pour l'identité d'un groupe. Petite incise, vous vous rappelez la caricature ici de nos ancêtres les Gaulois. Déplaçons-la d'ici, laissons-la en France hexagonale.
Vous ne trouvez pas ça bizarre de dire nos ancêtres les Gaulois alors que le pays s'appelle la France? Et que ce sont les Francs qui ont fondé la France? Ça vous semble pas bizarre, ça? Ça semble bizarre, mais ce n'est pas bizarre lorsque vous comprenez ce qu'est une politique mémorielle. Parce que les Francs ont installé les dynasties des rois francs. Et lorsqu'il y a eu la Révolution française et qu'on a voulu déconnecter de l'imaginaire les rois francs, il a fallu trouver d'autres ancêtres. Et la Troisième République a été cherchée avant les Francs et a décidé que ce sont donc ressortir vers Vercingétorix, etc., etc. C'est ça une politique mémorielle. C'est ça gouverner les mémoires. Et c'est une petite élite qui fait toujours ça. Elle le fait pour donner sens, en fait, son sens à la société qu'elle dirige. D'accord? On pourrait prendre de très nombreux exemples, mais on n'a pas trop le temps. Je voulais quand même laisser le temps à la discussion. Alors, en Martinique, pour les deux types de régimes mémoriels évoqués, il s'agit de constructions correspondant aux intérêts des élites et imaginées par les élites. Colons dans un premier temps, puis mulâtres, entre guillemets, hommes de couleur libre, si vous voulez, pour le deuxième temps. Et ce sont ces deux régimes mémoriels-là qui sont dans le collimateur des activistes des mois de mai. Ils se sont attaqués au chelchérisme et au reste de la politique mémorielle des colons. Mais voyez-vous, on peut considérer effectivement que c'est vrai que j'ai voulu discuter avec eux, c'est un peu compliqué de discuter, mais il faut considérer ça sérieusement, parce que la politique mémorielle qu'ils préconisent, elle a une cohérence qu'il faut bien comprendre et qu'il faut analyser. Elle est l'aboutissement d'une politique mémorielle qui serait centrée, s'ils avaient le pouvoir, sur les résistants à l'esclavage et à la France. En fait, c'est une sorte de mémoire anticolonialiste de l'esclavage. Mais ce n'est pas l'esclave qui est au centre de leur politique mémorielle, mais ce sont les résistants, les marrons, imaginaires. L'abolition est présentée comme... L'abolition de 1848 est présentée comme une révolution anti-esclavagiste. Ce qui est un petit peu absurde, parce que si c'était une révolution anti-esclavagiste, il ne pourrait pas dire en même temps que les Békés ont toutes les terres, parce que ça aurait été une révolution. Vous voyez ce que je veux dire. Ils rejettent le métissage et ils se présentent comme des descendants d'Africains déportés et esclavagisés. Le mot esclave, ce n'est pas dans leur vocabulaire, ils viennent me le raconter là. Évidemment, ils s'opposent à la créolité. Leur objectif est une Martinique débarrassée des symboles coloniaux et de ceux qui en sont les représentants. Ils sont pour l'indépendance et demandent des réparations. Et par cohérence, certains rejettent le christianisme et souhaitent retrouver certaines religions africaines, voire égyptiennes. Certains d'eux changent de nom et prennent des noms de peuples d'Afrique. Eux, à la différence des deux autres porteurs de politique mémorielle, ne sont pas issus de l'élite martiniquaise. C'est la grande différence. Pas du tout. Ils ne sont pas issus de l'élite martiniquaise. Ces militants semblent être sortis d'une notion qui s'appelle l'ambivalence inculquée, définie par Herkovitz, qui serait comme une obligation, cette ambivalence inculquée, de s'adapter à des situations contradictoires. Pour vous donner un exemple, je travaillais, je faisais mes études, une partie de mes études, je les ai faites à Saint-Louis, et il y avait un Martiniquais qui était à l'accueil. Il s'appelait Bertrand. Et tous les jours, il faisait la cuisine pour les grands professeurs. Il avait le comportement de la personne qui faisait la cuisine pour les professeurs. Et pour un jour, j'étais là, donc alors Bertrand, il y a de bonnes choses aujourd'hui ce midi. Il a dit ah oui, de bonnes choses. Lorsqu'ils ont tourné le dos, il se tourné, il m'a dit, excusez-moi, regarde maman, c'est messieurs. Tel bita maman, c'est messieurs. C'est ça l'ambivalence. Ne rigolez pas de ça, c'est ça l'ambivalence. C'est-à-dire devant vous, vous avez un comportement, derrière vous, vous avez un autre comportement. Et ça, c'est une situation paradoxale. Le paradoxe est une situation compliquée à gérer. D'accord ?
Et ce n'est pas qu'ici, ce sont des sociologues, hein, c'est cette obligation de s'adapter à des situations de vie contradictoires. Ce concept est appelé aussi double conscience par Dubois, tous deux sociologues américains spécialisés des sociétés post-esclavagistes. Je pense que certains réellement ont basculé. Ils ne sont plus dans quelque chose d'ambivalent. Ils ont basculé. Ils ont basculé et ils ne reviendront pas en arrière. Et ils sont déterminés. L'esclavage est une matrice de sens de ce qu'ils disent encore subir dans leur vie de tous les jours, comme si aujourd'hui ils étaient encore des esclaves, en tout cas ils vivaient en esclavage, et que les descendants de colons seraient encore des esclavagistes. Ils évoquent la répartition du foncier. S'ils ne sont pas relativement nombreux, toutes leurs idées et actions ne sont pas rejetées par la population martiniquaise, qui est elle aussi dans cette ambivalence. Donc détrompez-vous en disant c'est une bande de... Détrompez-vous. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont à l'offensive. En face d'eux, c'est un peu le vide, ou bien des choses anciennes. La négritude du non dépassé. Leurs ancêtres sont directement en Afrique et leur regard est tourné vers ce qu'ils considèrent comme le continent mère. Donc, c'est réglé. Quant à la créolité, je viens de l'entendre, la créolité les renvoie à l'habitation et au métissage qu'ils rejettent fermement. Pour eux, tout ça, ça s'adresse aux classes supérieures et pas à eux, gens du peuple. De plus, cette théorie identitaire, la créolité, elle n'a pas été suivie d'un travail de mémoire. Il n'y a pas eu un entrepreneur de mémoire, après, qui a pris les textes de Chamoiseau, qui a décidé, je fais un travail de mémoire, structuré. Et donc, en fait, elle est restée, ces théories sont restées dans le domaine littéraire, tout comme la négritude d'ailleurs, donc quand au fond dans un cercle relativement restreint des populations guadeloupéennes et martiniquaises. Vous me détromperez si je raconte des bêtises. Hein. Vraiment. Leur proposition identitaire n'est pas que martiniquaise. Ce type de proposition est présent dans d'autres sociétés post-esclavagistes. Donc leur mouvement n'est pas juste un mouvement, c'est un mouvement international. Il existe un mouvement international panafricaniste. Et en plus, comme les Africains, je connais certains intellectuels africains, veulent étendre, entre guillemets, l'aura de l'Afrique, c'est bien accueilli, ces théories afrocentristes. C'est pour résumer, c'est un mouvement identitaire radical qui s'appuie sur une mémoire de l'esclavage, qui considère que l'esclavage n'est qu'une périphérie d'un peuple noir imaginaire. Ça vient d'être dit encore. Mais qu'est-ce qu'on était avant? On était africains. Et donc, c'est une idée d'un peuple noir totalement fantasmé et qui doit continuer sa route en chassant de la Martinique toute trace de l'infamie qui a été l'esclavage. C'est une tâche qu'il faut effacer. Je considère, pour ma part, que cette identité et le projet politique proposé par ces mouvements ne peuvent rassembler largement en Guadeloupe et en Martinique, car ils sont clivants, irréalistes, ils ne reposent pas sur une mémoire, ils reposent sur une mémoire hors sol de l'esclavage, et ça ne peut pas être partagé par le plus grand nombre. Mais ce sont des forces de nuisance. En Guadeloupe, ça peut bloquer un hôpital, ça peut bloquer une société. Ce sont des forces de nuisance. Et pour autant, j'admets que les afrocentristes martiniquais ou guadeloupéens bousculent une politique mémorielle, donc des instances nationales, régionales, qui est surannée. Elle est totalement surannée. Et qui ne permet pas de répondre aux interrogations identitaires que se posent de plus en plus de jeunes martiniquais et guadeloupéens. Moi, ce sont des interrogations que je comprends, pour ma part. Moi qui suis un enfant du mouvement indépendantiste guadeloupéen, ce que j'assume totalement. Il y a chez nous, en tout cas il y avait chez moi, et je pense qu'il existe fondamentalement chez beaucoup d'entre nous, ce besoin irrépressible de fierté, de dignité, d'émancipation, que nous retrouvons dans de nombreuses sociétés post-esclavagistes. Ce n'est pas une particularité de chez nous. Nous ressentons en nous ce cri que rapporte si bien Chamoiseau et Constant dans un magnifique ouvrage intitulé « Les lettres créoles ». C'est ça. Ce cri qui parfois nous étouffe, ce cri qui exprime ce besoin d'être humain, si humain de dire « j'existe » et auquel le chelchérisme ne répond pas. Mais que ni la négritude ni la créolité manifestement ne comblent, puisqu'il existe toujours. Ce sont donc des questionnements qui sont le soubassement de l'expérience identitaire que j'ai dirigée pendant plus de 20 ans en France hexagonale et qui a conduit la France à avoir le régime mémoriel de l'esclavage le plus avancé au monde. 2 dates de commémoration nationale, une loi reconnaissant l'esclavage crime contre l'humanité
et il y aura bientôt peut-être un mémorial. Ça n'existe dans aucun autre pays. Ça n'existe pas. Alors, la théorie qui sous-tend ce travail s'oppose frontalement à l'afrocentrisme, mais s'oppose frontalement aussi au chelchérisme, et a alimenté un travail de mémoire de l'esclavage populaire, et j'affirme, unique dans nos sociétés, et dont l'objectif est de réhabiliter l'image de l'esclave lui-même. Si vous voulez retenir une chose principale de cette politique, de ce travail qu'on a fait, c'est ça. Il n'y a pas de fuite de l'esclave par rapport à l'esclave. C'est l'esclave, c'est l'image de l'esclave qui est attaquée, j'y reviendrai. Cette théorie qui nous a animés a été élaborée dans le milieu des années 90 par le docteur Viviane Roll-Romana, psychologue, mon épouse, ici, qui est très belle d'ailleurs, alors doctorante en ethnopsychiatrie sous la direction de Toby Nathan. Ces travaux sur les désordres psychologiques dans les familles antillaises, vus en consultation dans le dispositif d'ethnopsychiatrie, l'amenèrent à postuler que l'esclavage fabrique des natures d'humains dont les caractéristiques constituent le noyau de l'identité antillaise. Je répète, l'esclavage fabrique des natures d'humains dont les caractéristiques constituent le noyau de l'identité antillaise. Elle nous convaincut que ce noyau n'était pas un amalgame, n'était pas une mosaïque de survivance culturelle des groupes ethniques qui se sont affrontés ou croisés durant cette période, comme le proposaient les auteurs de la créolité. Je vous prendrai un exemple. Si vous prenez la famille matrifocale antillaise, non, ça n'a rien à voir avec les familles patriarcales africaines, ni les familles patriarcales européennes. Rien. Rien. Elles viennent fondamentalement de deux choses, législatif et la réalité. Articles 12 et 13 du Code noir qui disent que les enfants appartiennent au maître de la mère et suivent le statut de la mère. Exit le père. Et deuxièmement, l'homme n'est pas capable de défendre sa femme et ses enfants. L'homme devient un insignifiant. Quel rapport avec un amalgame de culture africaine ça n'existe pas. Les Africains qui venaient, ça ne veut rien dire les Africains, les Peuls, les thérapeutes Peuls, les thérapeutes Malinké, les thérapeutes Soninké ou autres, Yoruba ou Fon qui venaient aux consultations, disaient à Viviane, mais comprends, où est le père, où est l'oncle, c'est quoi cette histoire, c'est des mères qui amenaient avec leurs enfants. Et ils ne comprenaient pas. Et c'est ce qui fait que Viviane, en fait, s'est penchée sur cette question. Non pas d'un point de vue idéologique et politique, mais pour comprendre le problème. Pourquoi nous fonctionnions comme ça? L'esclavage fabrique des natures d'humains dont les caractéristiques constituent le noyau de l'identité antillaise. À la différence des théoriciens de la créolité, qui affirmaient que seule la connaissance poétique, vous connaissez ça par cœur, hein, la connaissance poétique, la connaissance romanesque, la connaissance littéraire, bref, la connaissance artistique pourra nous déceler, nous percevoir, nous ramener évanescents en réanimation de la conscience. Déjà, vous voyez que c'est vraiment bon. Bref, Viviane conduisit pendant 10 ans plus de 600 séances de groupe de parole. 600 séances. Elle a conduit 600 séances de groupe de parole. Je n'ai jamais autant appris sur les populations, sur mes... Jamais autant appris, jamais autant pleuré. Jamais. Et nous découvrîmes en fait, en faisant ce travail, elle voulait nous permettre de comprendre par nous-mêmes ce qui dans notre culture d'aujourd'hui venait de nos temps premiers et nous embarrassait de notre capacité à faire groupe. Et je vous assure, hein, on n'a pas découvert la promesse d'être l'avenir du monde. Désolé. Mais alors là, mais je vous assure, pas du tout. Hein. Mais pas du tout. Hein. Mais plutôt, on a découvert les difficultés d'avoir été enfanté dans l'esclavage colonial. Naissance d'ailleurs après qualifiée de crime contre l'humanité. C'est vrai qu'on n'est pas le produit d'un tel système sans emporter les terribles marques. Entre autres, il nous est apparu dans toute sa violence ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire la rupture d'affiliation à nos aïeux qui vécurent l'esclavage. Lorsque, dans les groupes, on parlait des esclaves, on ne disait pas nos parents qui ont vécu en esclavage, on disait les esclaves. Ça, c'était encore un bon pas, parce que pendant très longtemps, on disait qu'on n'avait pas d'aïeux esclaves, qu'on avait des aïeux caraïbes, enfin plein d'idées comme ça. Alors, entre autres, il nous est apparu dans toute sa violence, donc la rupture d'affiliation,
Je n'expliquerai pas cette diapo. Donc, une rupture d'affiliation à nos aïeux qui vécut l'esclavage. L'absence de profondeur généalogique dans des familles matrifocales, souvent déjà d'existence d'X comme père. Et en fait, vous voyez les petits points là, c'est des petites familles courtes. Il y a des familles plus grandes, plus fortes, mais vous voyez les petits points, voilà, c'est ça. Tout ceci conférait une très grande fragilité aux familles des descendants d'esclaves et par voie de conséquent à leur groupe. Très fragile en fait, parce qu'un groupe humain, c'est des sommes de familles et pas d'individus. Nous savions que constituer des familles, respecter ses aïeux et pouvoir ancestraliser certains d'entre eux était consubstantiel à la constitution, au fonctionnement et à la survie des sociétés humaines. Et donc nous étions convaincus que sans une affiliation à nos aïeux esclaves, il était impossible de transformer les temps premiers de ces sociétés en premiers temps. C'est-à-dire d'être capable d'élaborer un récit acceptable et partagé de la fondation de nos sociétés. Cette rupture d'affiliation, selon nous, expliquait l'errance identitaire galopante, le ressentiment tenace anti-républicain et l'impossible cohésion du groupe pour imaginer et construire ensemble des projets d'avenir. Loin des grandes idées de changement de statut, loin des déclarations d'accusation du colonialisme, nous firent le choix de travailler à la reconstruction de cette affiliation. Voilà. Voilà le choix dans lequel nous sommes rentrés. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça. Et notre méthode de travail fut donc l'introspection collective décrite précédemment, le groupe de parole, tout ça. Et ce qu'elle nous permit de comprendre et d'admettre que la base de cette fracture généalogique reposait sur la honte. La honte de l'origine servile, la honte de l'aïeul que nous ne considérions que comme un esclave. Il nous est apparu clairement que cette honte était le moteur de la recherche éperdue et vaine d'une origine glorieuse. Puisque nous sommes attachés, nous sommes attenants à des sociétés patriarcales où, en fait, seul le héros mâle qui a gagné, qui a dirigé les combats est quelqu'un de valable. On ne trouve pas tellement ça chez les esclaves. Donc il faut soit le cacher, soit aller chercher une origine en Afrique, quelque part ailleurs de toute façon. Mais l'esclave est un problème. Ou bien, soit ça, ou bien, ainsi que une vision inspiratrice d'une vision prophétique et poétique pour au moins, je pense, oser des créolistes qu'un peuple fabriqué dans un crime contre l'humanité pourrait en être le futur. Pour moi, c'est la honte. C'est-à-dire, c'est fuir la honte, tout ça. La honte de l'esclave, la honte de l'être qui avait vécu un esclavage était pour nous la cible à abattre. S'il fallait une réparation du crime, ce devrait être l'inversion de cette honte. Et ce type de réparation, seuls les descendants peuvent la réaliser. Personne d'autre, à notre passe, peut réaliser ça. Et c'est pourquoi les combats pour les réparations financières nous furent totalement étrangers. Les mots de l'écrivaine, qui est devenue une amie, Léonora Miano, dans son roman Crépuscule du tourment, illustre à merveille notre posture d'alors. Elle dit ça qui est marqué. Je ne parle pas d'argent, d'or, de pétrole. Je parle du sens et de la valeur donnée à sa propre existence. Je parle de lutte sans concession avec soi-même. Je vous assure que c'était un travail difficile, très difficile. Les groupes de parole, ça a été compliqué. Ça a été vraiment difficile. Ça a été, je vous assure, des moments où les gens pleuraient beaucoup parce qu'ils osaient dire leurs problèmes dans leur famille, les enfants de pères différents, les problèmes de couleur de peau, de mères violentes, de pères qui ne rentrent pas, de tout ce que vous voulez, des choses pas possibles que jamais j'avais imaginées. Bref, cette analyse déboucha d'une part sur l'élaboration d'une nouvelle grammaire mémorielle mettant l'esclave, la victime de l'esclavage, au centre du dispositif, et d'autre part sur la création d'un entrepreneur de mémoire, le comité Marche du 23 mai 1998, chargé de développer une stratégie capable d'inverser la valeur de la valence du stigmate de l'esclave. C'est-à-dire ne pas avoir une idée, comment changer l'image que l'on a en fait de cette entité. Si on ne la change pas, on ne pourra pas en faire un parent. Et puisque la mémoire collective de l'esclavage était honteuse et qu'il nous fallait éviter les projections des mémoires anticolonialistes, afrocentristes, mais aussi créolistes, nous décidâmes d'affronter la honte en affirmant haut et fort à Paris que nous étions des descendants d'esclaves. Parce que, vous savez, il y a un proverbe antillais qui dit la chose suivante.
c'est poil à chien qui a guéri mordant à chien. Je répète, c'est clair. C'est poil à chien qui a guéri mordant à chien. Et donc, afficher clairement et fièrement cette filiation fut le message de la marche de 98, qui rassembla les 40 000 personnes à Nation. Quelque chose de jamais vu. Et elle fut le point de départ d'une révolution mémorielle dont le but était de rendre à l'esclave sa valeur d'homme pour en faire un aïeul. Parce que notre problème, c'est les familles. Je vais vous montrer tout à l'heure un exemple. Il y a deux solutions. Soit il faut répondre, soit il faut l'éteindre. Il ne faut pas avoir honte. Mais oui, il n'y a que comme ça, hein, je vous assure. C'est comme ça. Alors, donc, les membres de ce mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire le CM98, eurent la force d'aller. On s'est transformé et on a un collègue qui l'a fait en Martinique, mais de façon encore pire, c'est-à-dire qu'eux, ils n'étaient pas connus. C'est Alex Bourdon qui est là, de la Marichfa, qui est là, et qui a fait ce travail aussi tranquillement dans son coin, sans que personne ne sache. Pas tout seul. Oui, bien sûr, pas tout seul. On n'est jamais tout seul. La Marichfa, il est le représentant de la Marichfa. On était comme des spéléologues dans les archives, des fois avec des loupes. Truc incroyable, vous imaginez. Incroyable d'aller déchiffrer des trucs, c'était un truc invraisemblable. Mais on avait la force pour le faire, parce qu'on savait ce qu'on voulait faire. D'accord ? Et on a été donc dans les archives, on a retrouvé, c'était comme une pierre de Rosette, retrouver l'identité de nos parents. Bref, encore esclaves, pour les mettre en valeur en 48, vous savez, il y a eu des registres de nomination, et donc bon, ça a été inscrit, on était dedans, enfin bon, on a fait le travail. Et on a mis en fait ces personnes sur des monuments. Vous voyez les monuments là, chaque petite loupe, c'est un nom. C'est-à-dire on a voulu leur faire du bien. On a voulu les mettre en valeur. Et je me rappelle, il y a un ouvrier de la Guadeloupe qui était à une manifestation et qui dit « Ah ouais, là, il y avait plein de personnes, en gros, avec les écharpes là. Ah ouais, c'est sérieux ça, hein, c'est sérieux. » Et là, ça changeait de nature parce que en fait, on honore ces gens-là et tu ne peux pas dire que ce ne sont pas tes parents esclaves, ça porte ton nom. C'est non Wao qui l'a. Ils ont compris, entre guillemets. Donc, et puis, il y a un côté familial. Et on honore. Donc, ce n'est pas des chiens. Donc, vous voyez la stratégie, en fait. Hein. Bon. Donc, on les a mis là. Vous voyez, là, c'est aux Abîmes en Guadeloupe. Et puis, on a fait ces deux livres dans lesquels on les a mis pour que chaque famille ait son aïeul chez soi. Non à nous et non nous. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Vous voyez, ça, c'est non nous, je ne sais pas lequel, enfin bref. Vous avez donc Joachim, d'ICC, matricule 131, d'Ichassin. Alors le matricule, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le matricule des Juifs. Hein. C'est simplement, en 1938, il y a eu un recensement, et comme il y a plusieurs personnes qui avaient le même nom, il fallait les identifier, donc on a mis un matricule pour que les gens soient identifiés en vue de l'abolition. Alors, voyez-vous, les Juifs, les Tutsis, les Arméniens, eux ont une mémoire familiale des victimes du crime. Ils ont une mémoire familiale et collective du génocide qui les a frappés. Pour éviter l'oubli, ils en firent une mémoire publique, donc manifestation, pour que les États en fassent des mémoires obligées, le fameux devoir de mémoire et le fameux régime politique mémoriel, pour que le souvenir des génocides soit imposé par l'État dans des journées commémoratives. Voilà. Et donc, c'est ce que, en fait, Johann Michel appelle le régime victimo-mémoriel, c'est-à-dire on honore les victimes. D'habitude, on honore le 14 juillet, c'est une mémoire positive, on honore les victoires, d'accord ? Mais à partir, déjà au niveau des guerres, on a commencé à honorer le soldat inconnu, eh bien, on a commencé à honorer les victimes. Là, c'était des victimes morts pour la France. Mais les lois juives, c'est des victimes morts à cause de la France, parce qu'ils ont été déportés, etc. Et avec le régime, lorsqu'on a imposé pour l'esclavage, là aussi, c'est des victimes à cause de la France. Donc, vous voyez que c'est pour ça que ça a pris un nom, régime victimo-mémoriel. Mais vous comprenez que tout ça, c'est compliqué. C'est-à-dire, vous ne dites pas que ça comme ça un jour, il faut convaincre, il faut bousculer les lignes, il faut travailler, il faut être mobilisé. Bon. Et pour nous, à la différence des Juifs et des Arméniens,
du fait, de la honte, mais que l'esclavage n'est pas un épisode en trois aigu. C'est un long moment, c'est 213 ans. Vous vous rendez compte, le génocide Tutsi, c'est en 3 mois, 1 million de morts à la machette. Ça frappe, ça, une société. Mais l'esclavage, c'est 213 ans. La personne naît en esclavage, elle fait des enfants en esclavage. Ça n'a rien à voir. C'est un système qui est violent, mais qui est en soi, qui existe, qui est long, qui fabrique. Donc on n'est pas dans le même, on n'est pas dans quelque chose d'aigu comme la Shoah ou comme le génocide arménien ou le génocide Tutsi. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas confondre les choses. Et donc, du fait de tout ça, eh bien, la mémoire familiale de l'esclavage n'existe pas. Il n'y a pas de mémoire familiale. Il y a quelqu'un ici qui raconte à ses enfants depuis, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne fait ça. Bon, donc, vous pouvez me régler. Il n'y a pas de mémoire. Et de ce fait, comme il n'y a pas de mémoire familiale de l'esclavage, la mémoire collective, lorsqu'elle se constitue, voilà, elle est faite de briques et de brocs, d'éléments historiques tirés à droite et à gauche dans différents pays, avec des projections particulières, qui deviennent la mémoire de ces personnes. Mais parce que, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de chaire d'histoire, il n'y a pas d'esclavage, d'accord? Et il n'y a pas d'éducation historique sur ça. Donc, c'est une mémoire qui n'est pas basée sur ce qui s'est passé, mais ce qui est imaginé. D'accord? Et donc, en fait, et comme elle a été apportée par les mouvements nationalistes, et je suis bien placé pour le dire, eh bien, en fait, elle n'est devenue, cette mémoire, qu'un objet de revendication, comme aujourd'hui comme l'utilisent les afrocentristes ou noiristes antillais. Donc la mémoire de l'esclavage, telle qu'elle a été fabriquée, du fait de l'absence d'une mémoire collective basée sur une mémoire familiale et un travail d'histoire, et ce que ça donne là aujourd'hui. Donc notre stratégie a consisté à faire de la mémoire des victimes de l'esclavage une mémoire publique du 23 mai. C'est-à-dire, on a organisé, on a exprimé dans la rue, en fait, cette mémoire. On a fait des manifestations très importantes de cette mémoire, de façon, notre objectif, c'est que cette mémoire devienne une mémoire obligée. C'est-à-dire que l'État en fasse une journée commémorative en mémoire des victimes de l'esclavage, pour que les descendants, beaucoup d'Antillais, ne considèrent plus cette mémoire comme honteuse. Ce qui nous permettait, grâce au travail généalogique, etc., de faire en sorte que petit à petit, on puisse intégrer dans les familles, réellement, la personne qui a vécu en esclavage comme des aïeux normaux. Et de faire ce travail-là. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a obtenu, vous voyez, il faut bien dire ça. Avant, la loi qui consacre le 22 mai, c'est une loi relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Mais après l'action qu'on a faite, grève de la faim, action, etc., vous voyez que la loi est modifiée. Elle est relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage et en hommage aux victimes de l'esclavage. C'est important. Nous sommes arrivés à faire effraction dans la loi française et à la faire reconnaître officiellement qu'elle se doit d'honorer la mémoire des victimes de l'esclavage. C'est toujours un problème, elle ne le fait vraiment pas vraiment. Et lorsque vous regardez les journées, en fait, où est-ce que c'est marqué? Voilà. Elle institue la journée du 10 mai comme journée nationale des mémoires, c'est surtout l'abolition, et celle du 23 mai comme journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. Voilà ce qu'on est arrivé au bout de 20 ans à obtenir, c'est-à-dire de faire effraction dans le système commémoratif français. Et donc, en fait, le mémorial national des victimes, en fait, eh bien, ce mémorial, il va être au cœur donc de Paris, il va être le symbole de cette stratégie et il va être une reconnaissance majeure pour nos aïeux et un outil fondamental dans le combat que nous menons contre la honte. Si Nelson Mandela vivait, il serait venu. Barack Obama, il va passer par là. Imaginez-vous, au centre de Paris, un endroit, une sorte de grand jardin, où il existe la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, non pas représentés par ces hommes et ces femmes qui l'ont fabriqué, qui l'ont fait par la vie qu'ils ont vécue. C'est-à-dire que ça veut dire que cette histoire s'ancre sur le territoire national véritablement. Et on aura de quoi être fier de tout ça.
Vraiment très fier de tout ça. Vraiment. Ce que je souhaite, moi, c'est que chaque Martiniquais descendant d'esclaves soit capable de raconter à ses enfants l'histoire de sa famille, dont les racines remontent bien avant 1948. Ce sont ces histoires, ces petites histoires qui feront la grande histoire et qui sortiront, qui nous sortiront des délires, en fait, sur ce qu'on entend, parce que tout simplement, ça ne repose sur pas grand-chose, en vérité. Ce travail de mémoire, comme je le disais, est unique dans nos sociétés et même dans le monde. Il a montré qu'il pouvait rassembler et unir différentes composantes de nos sociétés. Ça, c'est important, parce que l'expérience des rouges verts noirs ne rassemble pas. Mais le travail autour du plus petit dénominateur commun, la personne qui a vécu en esclavage, on peut bâtir là-dessus. Parce que c'est un acte humaniste d'honorer la mémoire des victimes de l'esclavage. C'est le cœur qui parle. On peut bâtir là-dessus et ça, je ne suis pas en train de raconter des histoires, c'est ce qui s'est passé lors de la marche qui commémorait les 20 ans de la marche du 23 mai 98. En 2018, on a réorganisé une marche. Bon, c'était un peu difficile parce qu'il y avait grève des métros, grève de train, l'orage, enfin, il y avait plein de... Et c'était un jour de semaine. Mais vous voyez ici, il y a Bernard qui est là, à côté de Jacob, à côté de Hérault et de Georges Pau. On dirait Éric ici et puis Philippe Laville. Vous voyez ici le cortège, il y a Christiane Taubira, il y a Pulvar, il y a Max Mathiazin, tiens, ça c'est Marie-Josée Ali. Et là, vous avez, vous savez, comment il s'appelle ? Légitimus. Légitimus qui est un métis arménien guadeloupéen, qui est toujours là. Et il y a Claude Dissière, tiens, à côté. Et donc, c'est ce qui nous a permis aussi, eh bien, en fait, de créer une fondation, la Fondation Esclavage et Réconciliation. Et voilà, bon, il y en a qui sont partis depuis. Mais cette fondation est intéressante parce qu'elle symbolise un chemin, en fait. Et son but est d'aider à ce travail de réconciliation avec nous-mêmes, d'aider ce travail mémoriel et d'histoire qui nous permet donc de faire tout ce que je viens de vous dire. Et c'est important, l'avenir de notre histoire n'est pas... Alors, ça me semble important, et je suis en train de finir. L'avenir de notre histoire n'est pas que dans l'immense travail que doivent faire les descendants d'esclaves pour s'accepter tels qu'ils sont. Vous avez compris que c'est un long chemin, ça. Et je vous engage à bien réfléchir comment vous allez le faire. Mais il est aussi dans un travail de mémoire que doivent effectuer sans concession aussi les descendants de colons. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il faut qu'ils réfléchissent à ça. Parce que les deux entités, les descendants de colons et les descendants d'esclaves, sont les faces d'une même pièce de monnaie. Et l'avenir de ces pays dépend d'eux. Parce qu'ils sont à l'origine, ils sont les fondateurs de ces sociétés. D'autres sont greffés. Mais si les personnes qui sont à la base des contradictions ne règlent pas le problème, eh bien on aura ça qui va se perpétuer et ce qui va nous pourrir et qui va faire en sorte que ces pays vont dériver. C'est difficile mais indispensable. Nous avons ouvert le chemin, il faut qu'ils le prennent. En fait, je souhaite dire que ce travail de mémoire, et non devoir de mémoire, parce que le devoir de mémoire, c'est que vous témoignez. Vous témoignez de quoi ? Vous avez vécu quelque chose, vous ? Vous témoignez rien du tout. Hein ? Doit être accompagné d'un travail d'histoire sérieux pour éviter les projections hasardeuses qui pullulent sur les réseaux sociaux et qui fondent les théories des mouvements afrocentristes. Depuis ce travail collectif, je souhaite témoigner, moi, par ma famille, du changement en cours dans ma propre famille. Voyez-vous, je suis maintenant capable de raconter à mes enfants, à mes petits-enfants, un récit de l'histoire de ma famille. Mes parents n'étaient pas capables de faire ça. Voici ma famille. Je la présente rapidement. Ça m'a pris du temps pour faire ça. Là, vous avez mon aïeul qui a été découvert dans les actes notariés, Juliette, qui est en 1818. Et l'histoire familiale disait, je te dis à mes grands-parents, mais d'où vient le nom Romana ? Il me disait, le nom Romana, c'est un nom qu'un négrier
qui a fait un enfant avec une mulâtresse, parce qu'il n'a pas voulu donner son nom, a acheté un nom, a acheté le nom Romana. Bon, d'accord. Bon, en réalité, c'est Juliette, née à Sainte-Anne, 30 ans, immatriculée numéro 5322, Volange Charles, celui-là, là, né au Moule, demeurant au Moule, 2 ans, immatriculé 8812. La dite Juliette nous ayant présenté le dit Volange Charles comme étant son fils, nous leur avons donné le nom patronymique de Romana. Boum. Henri Romana, mon grand-père, Harry et moi. Mariés avec une Montpierre. Mais les Montpierre étaient plus foncés chez moi. Donc lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la question, je me suis dit, c'est près des Montpierre que je vais trouver l'esclave. C'était foncé. En réalité, voici la situation. Là, vous avez une dame, donc je ne connais pas. Elle est identifiée sur le recensement, ça existe aussi en Martinique, le recensement donc, de 1797. Elle est identifiée sur une habitation caféière qui s'appelle Veuve Montpierre. Et ici, il s'appelle Pierremont. Donc vous voyez, c'est un prénom, c'est un libre de couleur qui est né dans ces eaux-là. Là, c'est Sophie. Et donc, dans les actes, ils sont présentés, ils ne peuvent pas marquer, on ne peut pas marquer sieur, parce que c'est réservé aux Blancs. Donc, ils ne peuvent pas avoir la particule sieur, ni dame, ni demoiselle, ils ne peuvent pas. Et ils n'ont pas beaucoup d'entre eux à cette époque-là n'ont pas de nom de famille. Donc, ils s'appellent Pierremont. Et probablement, un petit peu après, dans les années 90, ils ont pris un nom de famille, ils ont inversé Pierremont, et ça fait Montpierre. Donc, ma famille s'appelle Montpierre, en fait. Et ce sont en fait des petits propriétaires. Vous voyez, ce sont des petits propriétaires, donc ce sont des mulâtres. Mais il y a eu un accident. Il y a toujours des accidents. Charles Montpierre, il a été se marier avec une négresse, Zélicaille. C'est pour ça que je voyais les Montpierre foncés. Et Zélicaille, voilà, c'est Madelonnette. Donc Madelonnette, Jean-Claude, Adélaïde, Zélie, et en 1949, ils ont été nommés Caille à Port-Louis. Et donc, bref, je ne sais pas combien elle a fait, mais bref, ça a donné Gaston, le père de ma mère. Mais ce qui est fort, c'est que comme il y a eu ce mariage, elle a été déshéritée lorsque son mari est mort, son négresse. Tout le monde, dans ces histoires, on est capable de dire des choses et de comprendre. Et aujourd'hui, vous voyez, je suis capable de dire à mes enfants, le 14 septembre 1848, une dame qui apparaît sur un acte de mariage en 1843 comme une mulâtresse et dont le prix est de 1500 francs, est venue avec son petit enfant sur son bras, Volange Charles, pour la nomination. Le maire, M. Monroe, de la commune, s'est dit, Juliette, quel nom je vais lui donner? Il y a 100 personnes à nommer par jour, il faut inventer des noms. Il a dit Juliette, bon, ok. Ça me fait penser à Jules. Quel Jules que je connais? Jules César. Bon, allez, Romana. Boum. Je peux raconter des histoires. Lorsque vous avez ça, les histoires viennent. Hein. Je peux raconter des histoires. Et une fois par an, le samedi avant le 23 mai, on se réunit. Il y a plusieurs familles qui se réunissent. Bref. Et on mange un dombré et on raconte à nos enfants des histoires. Ce que mes parents ne faisaient pas. Mes grands-parents ne faisaient pas. Mon arbre n'est pas terrible. Hein. Il y a des gens qui ont des pubs. Non, mon arbre n'est pas terrible, mais il n'est pas comme celui de ce Saramaka. Mais là, vous avez des populations, vous avez des peuples construits avec des mythes de fondation. Ce sont des populations marronnes. Ce sont des descendants de fugitifs qui ont formé société. Et bien, vous regardez, lui, il remonte à ses aïeux nés en Afrique. Parce qu'il n'y a pas eu de rupture chez les Saramaka. Ça, ce sont des vraies sociétés de marrons. Hein. Ce n'est pas les marrons fantasmés. Là, hein. Ça, c'est les marrons. D'accord? C'est les marrons qui ont mené la guerre un siècle contre les Surimamiens et qui ont été capables d'avoir leur territoire. Ce n'est pas rien de fantasmé. Là. Je souhaite en fait cela. Un jour, dans nos campagnes,
les familles seront un peu plus construites. Alors, l'expérience, et j'ai fini, c'est la dernière phrase. Je pense que nos petits pays ont de nombreux défis à relever, mais si nous ne relevons pas celui-là, je pense que nous n'aurons pas la cohésion nécessaire pour éviter le naufrage qui nous tend la main. L'expérience que je viens de vous relater a été effectuée en France hexagonale au sein des Antillais. Je dis Antillais parce que c'est Guadeloupéens et Martiniquais, mais en France, ce sont les Antillais. Ils se marient entre eux, il n'y a pas de Guadeloupe. Enfin, ils sont des Antillais, ils se marient entre eux, etc. C'est-à-dire des milieux populaires qui viennent des milieux populaires homogènes et dont les parents travaillaient dans les champs de canne à sucre, de bananes et vivaient dans les quartiers populaires de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre. C'est donc une population particulière. Elle est un sous-ensemble des populations vivant ici. Il n'y a pas vraiment les cadres. Il n'y a pas vous. Donc, qu'est-ce que les sociétés dans les pays mers, en Guadeloupe et en Martinique, peuvent en tirer de cette expérience? Je ne sais pas. C'est à vous de le dire. Merci de votre attention.